Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Évelyne Regner sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'égalité femmes-hommes et les discriminations envers la communauté LGBT. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du Comité européen des régions. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les AOP, appellations d'origine protégée. Les expressions populaires, pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? On verra ça juste à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région, dans votre région, dans nos régions ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Je reçois aujourd'hui Vincent Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des projets européens au sein de l'INSA. Donc l'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées Rouen-Normandie. On va s'intéresser à ce que l'Europe fait dans notre quotidien, et vous en êtes un exemple caractéristique avec l'INSA, car l'INSA Rouen-Normandie participe à de nombreux projets scientifiques cofinancés par l'Union européenne. Déjà, je voudrais qu'on insiste sur le fait que ce soit des cofinancements. Qu'est-ce que cela implique ? Alors en effet, l'Union européenne, dans le cadre de ses cofinancements, ne couvre qu'une partie du coût total des projets de recherche. Donc à nous de trouver le reste du financement auprès d'autres financeurs. À combien de pourcentage à peu près sur chaque projet l'Union européenne participe-t-il ? Alors en moyenne, 50%. La moitié du projet est financé par l'Union européenne. Est-ce que, avec ces 50%, est-ce que vous avez des objectifs de résultats vis-à-vis de l'UE ou pas ? Alors la recherche étant souvent aléatoire par définition, on a plutôt des objectifs de moyens. Et c'est ça qui va souvent définir notre contrat qui est passé envers le financeur. Alors, il y a des sources de l'Union européenne qui proviennent de l'Union européenne, avec différents programmes de financement européen, on va en revenir. Mais il y a également, donc, les projets sont également pris en charge par des fonds publics classiques français, j'imagine ? Alors effectivement, on a parlé de cofinancement, il faut aller chercher les autres 50%. On va solliciter nos autres financeurs habituels qui peuvent être des financements privés, les entreprises, ou des financements publics, nationaux, comme l'Agence nationale de la recherche. Les entreprises qui peuvent avoir des intérêts financiers à ce qu'une recherche scientifique aboutisse. Exactement. Alors la recherche privée, le financement des industriels va soutenir des efforts de recherche pour développer des technologies qui les intéressent. Aujourd'hui, dans ces projets-là, qu'est-ce qui est le plus souvent mis en exercice ? Est-ce que les projets sont plutôt financés par des fonds privés ou publics ? Principalement publics. Publics qui financent en priorité. Exactement. Alors on va revenir avec vous sur certains projets auxquels participe l'INSA. Et pour commencer, sur le projet RAFID, qui s'intéresse à la valorisation énergétique de l'hydrogène par une approche intégrée, qui s'intéresse à tous les volets de cette valorisation. Qu'est-ce que c'est la valorisation de l'hydrogène ? Alors déjà, l'hydrogène, c'est parfois présenté comme le carburant vert de demain. Ici, ce projet va s'intéresser à la fois comment est-ce qu'on peut le produire et ensuite comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et tout ceci, bien sûr, dans une idée de développement durable. Quelles peuvent être les conséquences de cette valorisation de l'hydrogène ? Améliorer notre impact au quotidien sur notre consommation en termes de carburant, d'énergie. Comment on travaille concrètement sur ce projet ? Alors, pour un projet de recherche, la première des ressources, c'est la main-d'œuvre. Donc, soit on va passer du temps d'enseignants-chercheurs disponibles, éventuellement on va recruter des postdoctorants, des ingénieurs, des doctorants qui vont travailler sur ces projets. Et ensuite, ils vont avoir besoin de matériel consommable et de se déplacer. Sur ce type de projet, il n'y a que des doctorants qui travaillent ou est-ce qu'il y a également des élèves au sein de l'école d'ingénieurs ? Alors il y a aussi effectivement des élèves qui peuvent être impliqués par la forme de stages ou de projets éventuellement tutorés. Donc c'est des stages qui sont faits après les cours, sur la période estivale ? Dans le cadre de leur cursus de formation. C'est ça. Autre projet, le projet Soprano, qui porte sur les combusteurs innovants durables pour l'aéronautique. Donc l'INSA est également en charge de ce domaine. Sur l'aéronautique, quels travaux sont faits ? Alors ce projet, Soprano,
est un projet financé par le programme Horizon 2020, directement géré par la Commission européenne. Il finance un consortium d'une vingtaine de partenaires qui implique des industriels et des académiques pour développer un moteur d'avion plus vert. Donc l'idée, ça va être de réduire en fait l'impact de la combustion lors du vol des avions. Autre projet dans l'aéronautique, le projet Thesis, qui porte sur le développement de la technologie pneumo-expulse. Qu'est-ce que c'est la technologie pneumo-expulse ? Alors l'idée, ça va être de voir l'impact sur la production de certains matériaux et sur leur fiabilité en fonction des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis. Et ici, on est toujours dans cette idée de développer la fiabilité. Donc toujours pour améliorer l'avenir. On le voit un peu dans tous les projets dont on parle. C'est l'avenir qui se prépare à l'INSA au final. Alors, on pense très peu aujourd'hui, on pense beaucoup à demain. Comment les étudiants entrent-ils dans l'école ? Comment se fait la sélection à l'INSA ? Alors la sélection se fait par les biais classiques de recrutement des écoles d'ingénieurs. Donc sur concours classique. Voilà, on est sur une école post-bac. Quelles sont vos missions donc vous personnellement, vous montez les dossiers. Est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre les financeurs ? Alors effectivement, dans le cadre de mes activités et plus généralement du service, on travaille sur toute la chaîne. À la fois, on capte de l'information pour voir quelles sont les opportunités en termes de financement européen. Ensuite, on va sensibiliser nos chercheurs en interne, les aider à monter des projets, à monter les meilleurs projets, dans la mesure où ces appels à projets sont très compétitifs. Et une fois qu'on obtient ces projets, on va les gérer. L'Union européenne est un financeur très exigeant. La Commission européenne veille à ce que l'ensemble des dépenses qui sont réalisées sur un projet soient justifiées le plus finement possible. Et donc votre travail, c'est de justifier chaque euro dépensé ? Exactement. La devise étant 1 euro dépensé est 1 euro justifié. Et concernant l'INSA, est-ce que vous pouvez nous rappeler les domaines principaux de cette école d'ingénieurs ? Donc l'INSA Rouen-Normandie est une école d'ingénieurs généraliste. Et ces 4 principaux domaines d'application sont la chimie, la mécanique, l'énergétique et l'informatique. Alors pour qu'on ait un ordre d'idée plus précis de l'école et donc de votre établissement, combien d'élèves, professeurs travaillent à l'INSA chaque jour ? Alors, un ordre d'idée, peut-être pas le nombre exact, mais... Plusieurs milliers, effectivement, travaillent au quotidien, à la fois enseignants et élèves dans cet établissement. Alors j'aimerais revenir encore avec vous sur un autre projet, le projet Xterm, qui s'intéresse à la modélisation des systèmes territoriaux et des mobilités associées face aux nouveaux enjeux sociétaux et économiques. Donc l'INSA prépare également des enjeux pas que du développement durable ou écologique, mais également des enjeux sociétaux et économiques. Alors en fait, c'est très lié. Le développement durable a 3 facettes, écologique, économique et social. Et effectivement, il faut travailler sur tous les tableaux. On répond ici à des enjeux sociétaux qui sont à la fois internationaux, européens, nationaux, régionaux. Et notre établissement s'inscrit dans toutes ces différentes politiques par l'intermédiaire de ces projets. Est-ce que, donc on a vu, les sujets sont divers et variés, matériaux, transport, logistique, propulsion, énergie renouvelable, aéronautique. Tous ces projets concernent de nombreux domaines. Et pourquoi l'INSA a-t-elle besoin de financement européen ? Est-ce que sans eux, elle ne pourrait pas faire toute cette activité ? Alors clairement, on ne pourrait pas mener de tels projets, de telle ampleur et avec un tel niveau d'excellence. On l'a dit, certains de ces projets sont menés en collaboration avec d'autres partenaires français ou un peu plus éloignés en Europe. Vous participez régulièrement à des réunions à Bruxelles notamment. Comment ces collaborations se concrétisent-elles ? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rencontrez avec tout ce monde qui travaille sur ces projets ? Alors, à la fois on mène les projets actuels et à la fois on prépare les prochains projets. On est toujours... dans le cadre de l'échange de bonnes pratiques, que ce soit
pour les opportunités de financement ou que ce soit pour la réalisation des projets eux-mêmes. Est-ce que vous profitez de ces échanges pour faire également des échanges d'étudiants entre les universités ou de chercheurs également qui travaillent, qui s'échangent régulièrement? Est-ce qu'il y a des échanges, pas que d'informations, mais également de personnes qui travaillent au quotidien? Oui, effectivement, les mobilités de personnel et d'étudiants sont très développées et continuent à se développer. On a parlé ici des financements pour la recherche. On n'a pas encore évoqué le financement Erasmus+, qui est le financement de la mobilité des étudiants et du personnel depuis peu. Et effectivement, on crée des articulations entre ces différentes mobilités. Merci beaucoup Vincent Arnoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Comité européen des régions avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi? Pauline Simons-Desmet, chargée de mission jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure. C'est quoi le Comité européen des régions? Le Comité des régions est un organe essentiel pour l'élaboration des règles européennes, comme d'ailleurs le Comité économique et social européen. Ces deux comités ne sont pas des institutions européennes et pourtant, tous les projets de loi passent par eux pour qu'ils puissent émettre un avis avant le vote formel des institutions politiques. Ils font bien sûr un travail de lobbying en amont afin de défendre leurs intérêts au moment de l'élaboration de la loi. Le Comité des régions permet aux différentes régions d'Europe de venir représenter leurs avantages et leurs atouts au niveau européen. La Normandie, par exemple, a sa représentation permanente à Bruxelles. Le Comité économique et social n'existe pas qu'au niveau européen, il existe également en France, à l'échelle régionale et nationale. Partout, c'est l'organe qui porte la voix de la société civile, syndicats, associations, etc. Ce comité aussi donne son avis sur tous les règlements européens. Les deux institutions européennes qui font appel à ces deux comités pour avis sont la Commission européenne, donc on parle de l'élaboration des lois, et le Parlement européen. Ici, c'est l'amendement et le vote des lois qui est en jeu. L'eurodéputée Evelyne Regner est l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'égalité femmes-hommes et les discriminations envers la communauté LGBT. Zone Europe, l'invité politique. Evelyne Regner, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée autrichienne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, et vous êtes également présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Alors le français n'est pas votre langue maternelle, on le précise, mais vous avez bien voulu accepter cette interview. On vous en remercie. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont encore fréquemment confrontées à la discrimination et au harcèlement dans de nombreux pays de l'Union européenne. En Pologne notamment, cet été, certaines villes se sont autoproclamées zones libres de l'idéologie LGBT. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, bonjour à vous tous. Voilà, c'est vraiment un scandale, c'est incroyable. Pologne, ça c'est un pays, un membre de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est contre les valeurs, contre les principes, contre tout, voilà, qui est positif de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des LGBTI free zones. Ça veut dire quoi? Il y a des individus, c'est ce qu'on a dit à nous, des bourgmestres, des villages, des petites villes qui décident qu'ils n'aiment pas les LGBTI. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation du gouvernement de protéger tous les gens qui sont en Pologne. Et donc, c'est une obligation, une responsabilité du gouvernement. Parce que moi, comme membre du Parlement européen, plusieurs fois, on a déjà demandé au gouvernement qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous devez respecter les règles. Et eux, ils ont dit ce sont des cas individuels, c'est quelque chose qui se passait. Et là, on doit vraiment dire non. Il y a une obligation du gouvernement local et aussi national de protéger les LGBTI. Justement, au niveau du gouvernement, le président sortant, Andrzej Duda, a été réélu récemment alors qu'il a attaqué durant la campagne la communauté LGBT en déclarant, je le cite, « On essaie de nous dire que les LGBT sont des êtres humains alors que c'est tout simplement une idéologie. » La réélection de cet ultra-conservateur anti-LGBT en Pologne, est-ce qu'elle reflète le sentiment d'une majorité de Polonais? C'est une idéologie de dire que ça, c'est une idéologie. C'est-à-dire, le président Duda, ce qu'il a dit, c'est juste quelque chose pour ne pas parler des choses qui sont vraiment importantes en Pologne.
le chômage, la question sociale, tous les problèmes qui sont en Pologne aussi avec le coronavirus, mais déjà avant. C'est-à-dire, c'est une stratégie de divide et impera, une sorte de salami tactique de prendre un groupe de la population et de dire « Ah, il y a des problèmes, c'est une idéologie ». C'est-à-dire, ils parlent de quelque chose pour ne pas parler des autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et qu'est-ce qui se passe avec la plupart de la population? La plupart voilà, est silencieux. C'est-à-dire, eux, ils créent un chaos et ils parlent des thèmes pour cacher les vrais problèmes dont c'est nécessaire de parler. Autre déclaration remarquée, celle du ministre de l'Éducation nationale polonaise, qui lui, au début du mois d'octobre, donc c'est assez récent, je le cite, a dit « Il ne fait aucun doute que l'idéologie LGBT fait suite au néo-marxisme et découle des mêmes racines que le nazisme ». Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel acharnement contre cette communauté? On ne peut pas dire, et ça c'est les mêmes gens qui disent après que la Terre n'est pas ronde. Voilà, c'est juste, voilà, c'est une idéologie de bêtises. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? La situation semble se dégrader un peu partout sur le vieux continent. D'après l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 47% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination au cours des 12 derniers mois. En Europe, c'est une situation qui vous préoccupe? Voilà, oui, vraiment. Et c'est très précieux, c'est ce que l'agence a fait. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire de vraiment surveiller la situation des droits de LGBTI régulièrement. C'est la même chose qu'avec les femmes. Souvent, on parle de quelque chose sans avoir vraiment les chiffres, les dates. Et maintenant, régulièrement, on reçoit vraiment des dates où on peut vraiment avoir confiance. Et ça, c'est la base vraiment pour changer la situation. Pour travailler. Super important. Nous avons des pays où c'est plus ou moins nouveau. Moi, j'aimerais bien dire, voilà, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu les chiffres avant, comment était la situation en Bulgarie, comment était la situation en Croatie avant le moment d'avoir tous ces dates-là. Moi, je pense que la situation pour les LGBTI était toujours très, très difficile. Maintenant, on a des chiffres et pour ça, on peut dire, OK, on fait quelque chose ensemble parce que, comme j'ai déjà dit, c'est contre nos valeurs. Alors justement, sur ce sujet, en février 2019, le Parlement européen a invité la Commission européenne à adopter un nouveau document stratégique visant à promouvoir l'égalité pour les personnes LGBT dans les années à venir. Qu'en est-il exactement? Voilà, moi j'attends maintenant avec impatience. Je ne sais pas encore ce qu'il est écrit, voilà le contenu, mais j'espère que c'est une conglomération de plusieurs aspects, de faciliter d'avoir une vie plus facile pour les LGBTI en ce qui concerne la vie quotidienne, les droits qu'on a dans le droit civil, par exemple, tout ce qu'il est nécessaire par exemple, quand un couple se dispute, et après, c'est la grande question, qui va avoir le droit de tenir l'appartement? Parfois, ce sont vraiment des questions quotidiennes qui sont très importantes à être réglées, mais bien sûr, surtout, et ça c'est le grand débat politique, les droits fondamentaux, de respecter les LGBTI, full stop. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais les détails sont après dans toutes sortes de règles. Quels sont les moyens de pression dont dispose le Parlement européen pour lutter contre un pays qui pourrait justement faire preuve de discrimination contre la communauté LGBT? Qu'est-ce que vous pensez? C'est l'argent. C'est toujours la même chose, c'est l'argent. Pour l'instant, nous sommes dans les négociations en ce qui concerne le financement de l'Union européenne de l'avenir, mais aussi voilà, les billions, voilà, tout l'argent pour lutter les conséquences de Covid. Et donc, c'est nécessaire toujours insister, il faut respecter les droits fondamentaux, il faut respecter les droits de LGBTI.
Et voilà, je peux dire, le Parlement européen est fort en ce qui concerne ça. Mais c'est le Conseil, c'est les gouvernements des États membres qui sont parfois zigzagging. Et voilà, vous connaissez la situation, ce n'est pas facile avec l'Hongrie, mais il faut dire, at the end of the day, voilà. Même les gouvernements de l'Hongrie et de Pologne, ils veulent recevoir tout l'argent. Et maintenant, ils disent toujours, non, on ne va pas dire oui, mais ils veulent avoir l'argent. Donc, à mon avis, les autres gouvernements, le Parlement européen doit être vraiment strict et rester avec nos droits fondamentaux. Sur le front de la lutte contre les discriminations et les droits LGBT, il y a quand même des avancées. Les Pays-Bas sont devenus, par exemple, le premier État à légaliser le mariage homosexuel en 2001, déjà. Aujourd'hui, 13 pays l'autorisent. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore de l'Autriche, votre pays. Pourtant, le mariage homosexuel ne fait pas l'unanimité encore au sein de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on pourrait harmoniser ces pays ? 21 pays européens autorisent une forme d'union civile aujourd'hui. 13, le mariage, je le disais. Oui. Que peut faire l'Europe et le Parlement européen pour harmoniser justement cette situation au sein de l'Union européenne? Voilà, c'est une question des compétences. Là, on doit être strict. Non, voilà, pas strict. On doit respecter les règles. Ce n'est pas facile parce qu'il nous manque la compétence vraiment d'avancer avec la vitesse que j'aimerais bien. Mais encore, coordination, coopération, surtout en ce qui concerne le droit civil, comme j'ai déjà dit, faciliter l'adoption, par exemple, faciliter toutes sortes de questions en ce qui concerne la vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on se souvient, Women's Movement, la libération, l'émancipation des femmes, ça, c'était les choses les plus importantes, l'indépendance des femmes, des époux. Et donc, dans ce cas-là, avec LGBTI, c'est très important qu'un couple a des droits. Et on peut aller à la juge quand il y a des problèmes entre les deux, qu'il y a des règles, qu'il y a un cadre des règles. Et là, on peut vraiment avancer. Et le reste, c'est, comme j'ai déjà dit, surtout la pression des gouvernements pour respecter les droits fondamentaux, pour éviter la situation comme se passe en Pologne. L'autre volet que nous voulions aborder avec vous, c'est naturellement l'égalité femmes-hommes. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du travail, des efforts à faire en la matière. Pourquoi est-ce que l'égalité femmes-hommes n'est pas aujourd'hui une évidence au sein de l'Union européenne? Non, mais qu'est-ce que vous pensez? It's a man's world. Voilà, depuis l'existence homme-femme, c'était toujours un système, plus ou moins partout au monde, un système où les hommes ont dirigé le monde. C'était toujours comme ça. Donc, nous avons des structures, les structures de pouvoir, les structures politiques. Voilà, tout s'est construit autour du pouvoir des hommes. Et donc, même bien sûr, nous avons introduit des règles, des principes, des articles, etc., de respecter l'égalité, mais ça prend du temps. Et il manque encore beaucoup d'instruments vraiment pour avoir une vraie égalité. À mon avis, ce qu'il est nécessaire, c'est beaucoup plus des quotas. Parce que ce sont les femmes qui portent un grand sac qui est très, très lourd et on dit « Ah, maintenant, vous avez les mêmes chances », mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il existe les stéréotypes, il existe vraiment la vraie suppression, la violence contre les femmes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est existant. 1 de 3 femmes a une expérience de violence. Et tout cela, ça crée une image où c'est en vérité en réalité beaucoup plus difficile d'être femme et d'avoir vraiment les vraies chances de bien profiter de la vie. Et bien sûr, la question qui s'occupe des enfants, si on a des enfants, c'est-à-dire nous avons besoin de beaucoup de règles qui sont vraiment obligatoires, pas seulement volontaires, pour inspirer les femmes de vivre
l'égalité qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, dans quel pays de l'Union européenne l'égalité femmes-hommes est-elle la plus difficile à mettre en place? La plus difficile, ah oui, ça dépend. Voilà, il y a plusieurs aspects. Il y a, par exemple, on a parlé beaucoup de Pologne, et de l'Hongrie et des pays de l'Est, mais en même temps, avec cette expérience de communisme, quand même, les femmes ont travaillé, c'est-à-dire, on a des femmes qui travaillent, c'est-à-dire le pay gap, ça c'est beaucoup plus difficile et beaucoup, la différence en ce qui concerne les salaires, c'est beaucoup pire en Allemagne, par exemple, ou même en Autriche, qu'en pays de l'Est. En même temps, la situation est devenue très, très difficile pour les femmes en ce qui concerne la question violence au pays central de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est différent. Ça dépend des aspects. Oui, ça dépend des aspects. Mais c'est ce qu'on peut dire. La vie la plus confortable en ce qui concerne les droits, l'égalité, bien sûr, c'est au nord. Ce sont les pays scandinaves. Les pays les plus vertueux, oui, mais là, les femmes sont des partenaires. C'est ce qu'on voit. Ils travaillent, mais c'est toujours aussi une question d'être partenaire, c'est une question de partager la vie. Aussi la vie qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la vie sociale. Et comment ça s'explique? C'est lié à quelque chose de culturel ou au contraire c'est parce que le gouvernement donne des mesures plus strictes concernant l'égalité femmes-hommes? C'est ce qu'on voit. Là où il y a les règles, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est comme ça. C'est pour les jobs, c'est pour les quotas dans la politique. Et donc, c'est une inspiration aussi pour la vie privée. On sait qu'un congé paternité d'au moins 10 jours devra être mis en place dans tous les États membres d'ici à l'été 2022. En France, le gouvernement a récemment annoncé l'allongement du congé paternité. Sa durée va doubler et donc il va passer maintenant à 28 jours contre 14 auparavant. Ce sont des avancées qui se concrétisent sur cette question de l'égalité femmes-hommes. À mon avis, c'est une bonne chose pour hommes et femmes. Quand je parle aujourd'hui avec les jeunes hommes, ils sont absolument intéressés aussi de rester avec les enfants. Ce sont parfois les boomers, les patrons qui sont un peu plus âgés, qui pensent « Ah non, ça on ne fait pas ». Mais les jeunes hommes, ils veulent aussi avoir une vie familiale. Et donc, j'espère que c'est vraiment une bonne inspiration pour tout le monde. Peut-être un mot de plus. Bien sûr, c'est bon que ça existe maintenant, mais moi, j'aimerais bien que la période de rester avec l'enfant est plus longue. Parce que quand c'est au mois, 6 mois, ça c'est... Là, les habitudes changent. On a bien observé, par exemple, dans les pays nordiques où ça existe, que les hommes restent beaucoup plus longtemps chez les bébés. Après, régulièrement, les hommes cuisinent à la maison ou prennent le sac de poubelle. Voilà, ça change les habitudes qu'on fait, quand on change vraiment la vie pour une période qui est un peu plus longue. Comme ça, c'est important, mais ça donne juste un goût. Et j'espère que ce goût reste. Merci beaucoup, Evelyne Regner, d'avoir été avec nous dans Zone Europe et d'avoir accepté cette interview en français, qui, je le rappelle, n'est pas votre langue maternelle. Merci beaucoup d'être invité. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Les AOP, appellations d'origine protégée. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Beaufort, Mont-d'Or, Brie-de-Meaux. En France, 45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes bénéficient d'une appellation d'origine protégée. L'AOP, c'est un signe officiel de qualité et d'origine européen, identifiable par son logo rouge et jaune. L'AOP garantit aux consommateurs que toutes les étapes de fabrication, de la production de lait à l'affinage, en passant par la transformation, ont bien lieu dans l'aire géographique délimitée par l'appellation. C'est l'appellation française AOC, appellation d'origine contrôlée, qui a largement influencé la politique agricole de qualité en Europe. Ainsi, en 1992, l'Union européenne a établi une nouvelle réglementation, l'AOP, appellation d'origine protégée. L'AOP est l'équivalent européen de l'AOC français pour les produits agroalimentaires. En 2009, l'AOP a été étendue aux vins et aux boissons, comme le cidre et les eaux de vie. C'est en Italie, en France et en Espagne que l'on trouve le plus d'AOP.
comme le vinaigre balsamique de Modène en Italie, ou bien encore le fromage de Manchego en Espagne. Les expressions populaires, pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse, les Néerlandais disent pleuvoir des briques, les Grecs disent pleuvoir des pieds de chaise. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit Es regnet Katzen und Hunde, ce qui signifie il pleut des chats et des chiens. En Italie, on dit piovere a catinelle, cela signifie pleuvoir à cuvette. Au Royaume-Uni, on dit It's raining cats and dogs, ce qui veut dire il pleut des chats et des chiens. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.